L'histoire débute dans un monde chaotique où des monstres terrorisent tout. Ces créatures sont les ennemis de l'humanité et ont anéanti des civilisations entières. Pour riposter, il y a deux voies que les humains peuvent choisir. La première est la voie de la magie, utilisant le mana qui circule dans l'air. Ce faisant, ils deviennent des mages capables d'accomplir des prouesses surnaturelles. Un mage lance alors son puissant sort contre un dragon rouge. Cependant, la créature ne semble pas s'en soucier et devient super furieuse. Les attaques magiques ricochent sur sa peau sans causer de dégâts. Voyant la magie échouer, un guerrier se prépare à prendre la tête du combat. Le dragon saisit l'occasion pour piquer et attaquer les humains au sol, et c'est ainsi que la deuxième voie est révélée, l'épéiste et sa force surhumaine. Mais son épée se brise au moment où elle frappe les dures écailles du monstre. Le guerrier est frustré car on ne peut suivre qu'une seule de ses voies. Soudain, une explosion de feu frappe le dragon en plein dans la poitrine. La créature riposte alors avec une attaque de feu encore plus dévastatrice. Tout le monde est terrifié, réalisant que choisir une seule voie peut vous laisser impuissant. Les combattants sont projetés en arrière par l'explosion alors qu'une nouvelle silhouette émerge. Le chaos se propage et tout le monde est projeté en l'air par la puissance du dragon. Au milieu de la destruction, notre personnage principal apparaît, une épée à la main. Il s'envole alors vers le dragon, prêt pour l'affrontement final. Le dragon est furieux du défi et fait face à notre héros. Dans l'œil de la créature, on peut voir le reflet de notre gars sur le point de frapper. D'un seul coup, la bataille est terminée et notre protagoniste sort victorieux. Les autres guerriers sont stupéfaits de la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. Après tout, c'est quelqu'un qui a maîtrisé sa voix et est devenu un saint de LEP. Son nom est Oscar, le saint de LEP, l'un des plus forts du continent. Les survivants le remercient pour son aide, surpris de le voir là. Mais Oscar leur dit simplement de lui laisser le reste et de s'en aller. Tout le monde est sans voix devant la présence imposante de notre héros. Alors qu'il s'éloigne, une famille se retrouve, heureuse d'être en sécurité. Oscar réfléchit alors qu'il a choisi l'épée plutôt que la magie et qu'il a atteint le sommet. À ce moment-là, il voit un homme montrer un tour de magie à une petite fille, notre MC est fasciné par l'éclat de la magie à laquelle il a renoncé. Il sait qu'il est devenu une source d'inspiration pour beaucoup de gens avec son épée. Tout comme la petite fille qui regarde avec émerveillement la magie devant elle. Oscar se souvient de son enfance, quand il était tout aussi enchanté par la magie. Il admet que le désir pour la magie qu'il ressentait dans son enfance est toujours là. Un flashback commence, montrant notre héros s'entraînant dans les montagnes. Dès son plus jeune âge, il s'est consacré entièrement à l'entraînement à l'épée. D'autres personnes le regardaient s'entraîner, voyant son dévouement et ses efforts. Deux apprentis observent l'entraînement et l'un d'eux mentionne que le maître ne manque jamais un jour. Il explique que la zone était plate avant que notre héros ne commence à s'y entraîner et que l'entraînement quotidien intense a fini par affaisser le sol et créer un cratère, tandis que Oscar poursuit son entraînement avec une expression totalement concentrée. L'apprenti reste bouche bée devant l'histoire et la force pure de son maître. Soudain, son ami lui montre le parchemin dans sa main, lui rappelant le message. Le garçon interpelle alors son maître, interrompant l'entraînement intense. Il accourt et lui tend une lettre venue tout droit de la capitale pour notre héros. Oscar lit le contenu et l'apprenti, inquiet de sa réaction, demande si ce sont de mauvaises nouvelles. Notre héros dit alors que c'est juste une médaille pour avoir abattu le dragon et grogne un peu. L'apprenti devient tout gêné et dit que seul son maître se plaindrait d'une chose pareille. Après tout, il en a marre de la politique et on ne peut même pas avoir une séance d'entraînement décente à la capitale. Le garçon réalise alors à quel point son maître aime vraiment les épées. Notre protagoniste regarde simplement sur le côté avec une expression pensive. Il sourit alors et dit que ce n'est pas comme s'il les aimait tant que ça, et révèle qu'il a choisi l'épée parce que son père, un maître d'armes, le lui a dit. L'apprenti est complètement confus par cette révélation et ne comprend rien du tout. Oscar continue d'expliquer qu'il n'a pas choisi cette voie de sa propre volonté. Il ajoute qu'il est en fait jaloux du talent de son apprenti. Le garçon dit alors qu'il a rejoint l'académie parce qu'il le voulait, mais il a peur de perdre son talent. Il avoue que parfois il se demande s'il peut encore devenir un mage maintenant. Il est expliqué que les mages et les épéistes utilisent des circuits d'énergie dans leur corps. Cependant, les deux pouvoirs sont opposés et les mélanger peut détruire votre corps. C'est pourquoi le choix entre être un mage ou un épéiste définit la vie d'une personne. Oscar lui conseille alors de simplement brandir son épée s'il est inquiet, car c'est ce qu'il a fait et c'est comme ça qu'il en est arrivé là aujourd'hui. L'apprenti est motivé par le conseil et est d'accord avec son maître. Plus tard cette nuit-là, notre héros est allongé dans son lit, perdu dans ses pensées. Il réfléchit au conseil qu'il a donné mais c'est qu'il est mal placé pour parler. Les mots de son apprenti sur son talent pour l'épée résonnent dans son esprit. Puis il se demande quel aurait pu être son propre talent pour la magie. Oscar se répète à lui-même le conseil qu'il a donné au jeune homme. Soudain, les yeux de notre protagoniste s'ouvrent en grand alors qu'il entend un bruit étrange. Un instant plus tard, une explosion massive se produit juste devant sa maison. Le feu consume le bâtiment tandis que des silhouettes encapuchonnées observent à distance. Un groupe de mages mystérieux s'approche, clairement avec de mauvaises intentions. L'un d'eux demande si le travail est terminé, mais un autre lui dit de ne pas baisser sa garde. Du milieu des flammes, notre héros bondit, surprenant les ennemis. Il se rend compte que ce sont des mages, et des mages puissants vu l'attaque qu'ils ont menée, et notre protagoniste se demande immédiatement qui est le chef. Le chef ordonne alors l'attaque et tous les mages préparent leurs sorts électriques. Cependant,
notre protagoniste reste calme, son épée prête pour le combat. Oscar esquive habilement les multiples éclairs qui volent dans sa direction. D'un mouvement rapide, il réduit la distance et frappe l'un des mages avec sa lame. Mais notre héros est complètement choqué par un mouvement inattendu des ennemis. Ils ont capturé son apprenti et l'utilisent comme otage, le menaçant avec de la glace. Le jeune homme est bâillonné et terrifié, une lame froide sur son cou. Notre gars demande ce qu'ils veulent et le chef révèle qu'ils en ont après sa vie. Oscar est confus car il ne se souvient pas d'avoir fait quoi que ce soit pour être autant détesté. Le mage affiche alors un sourire maléfique et dit qu'il est évident qu'il ne s'en souviendrait pas, et révèle qu'ils ne peuvent pas pardonner son talent pour l'épée et aussi pour la magie. Notre protagoniste est totalement perdu et demande de quoi il parle. Le chef l'ignore et dit qu'il n'a pas à trouver sa fin ici, menaçant l'apprenti. Voyant la situation, le jeune homme crie désespérément le nom de son maître et lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'est qu'un moins que rien et est prêt à partir. La détermination remplit les yeux de notre héros en entendant cela. Il comprend la situation et serre encore plus fort son épée. À la surprise générale, Oscar dit qu'ils ont absolument raison, mais il affirme que leur plan a échoué et leur dit de ne pas sous-estimer son disciple. Le chef des mages est furieux de son audace et prépare une nouvelle attaque. Le chef déchaîne alors une pluie d'éclats de glace vers notre héros. Les projectiles volent à grande vitesse, prêts à tout finir. Un instant plus tard, un grand nuage de poussière s'élève du point d'impact. Le mage tourne le dos, confiant que le sein de l'épée est fini. Cependant, il est choqué de sentir une coupure sur sa joue et n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Soudain, il voit qu'un de ses propres hommes a été touché par derrière. Il s'avère que notre héros a utilisé son propre corps comme appât pour sauver son apprenti. Le chef dit alors que son objectif est atteint et ils se préparent tous à fuir. Ils disparaissent alors dans un portail de lumière, laissant Oscar derrière eux. L'apprenti accourt en panique et lui demande pourquoi il a fait ça pour lui. Mais notre protagoniste sourit et dit qu'il est aussi un épéiste, tout comme lui. Le jeune homme pleure, disant qu'il était prêt à partir et n'avait pas besoin d'être sauvé. Il s'excuse alors, mais notre héros lui dit que ce n'est pas de sa faute. Le garçon ne peut retenir ses larmes en voyant son maître dans un tel état. Oscar le regarde avec un faible sourire, acceptant calmement son destin final. Dans ces derniers instants, il se souvient de son rêve de devenir un mage. Et il affronte enfin la vérité qu'il a évité toute sa vie. La vérité est que notre protagoniste a toujours voulu utiliser la magie depuis son enfance. Il n'a manié son épée que pour éviter d'affronter cette réalité et tirer fierté de cet honneur. Mais rien ne pouvait se comparer aux frissons qu'il ressentait chaque fois qu'il voyait de la magie. Soudain, notre héros se réveille dans une forêt et tend la main vers le ciel. Il regarde ses propres mains, confus et sans la moindre idée de l'endroit où il se trouve. Notre protagoniste réalise alors qu'il aurait dû être parti pour de bon à ce stade. En regardant autour de lui, il essaie de reconnaître l'endroit où il est apparu et il réalise bientôt qu'il est à Aizan, sa ville natale. Notre gars se souvient clairement avoir donné sa vie pour sauver son apprenti. À côté de lui, il trouve une épée en bois et quelques lettres sur le sol. Il est surpris de voir ce qui est écrit sur ces enveloppes. C'étaient des invitations pour les deux plus grandes académies du royaume, l'une pour la magie et l'autre pour l'escrime. À 15 ans, les jeunes reçoivent ces invitations pour choisir leur propre voie. Notre protagoniste se perd dans ses pensées, tenant la lettre de l'académie de magie. Il se demande alors si, par hasard, il n'est pas retourné dans le passé, à l'époque où il avait 14 ans, avant de devenir épéiste. À ce moment précis, une ombre apparaît derrière lui et une voix familière l'appelle par son nom. C'était son père, avec une expression sérieuse, lui demandant ce qu'il faisait là. Oscar est choqué et se retourne pour confirmer si c'est bien son père. Il réalise que s'il est de retour dans le passé, son père serait aussi en vie. Cependant, l'homme le réprimande pour son arrogance et pour avoir négligé son entraînement. Notre héros baisse simplement la tête sans dire un seul mot. Après tout, il n'était pas arrogant. Il avait juste peur de révéler son rêve. Il est révélé que son père était un maître épéiste, c'est pourquoi il avait de nombreux disciples. Et en tant que son fils, notre gars a naturellement appris à se battre avec lui dès son plus jeune âge. Son père le félicitait à chaque amélioration. Mais un jour, quelque chose en Oscar a changé pour toujours. Il a couru avec enthousiasme pour lui parler de la magie qu'il avait vue, mais la réaction n'a pas été bonne. Son père est devenu furieux et a dit que la magie était pour les faibles et que son fils n'avait qu'à se soucier de manier son épée et rien d'autre. Depuis lors, il s'est entraîné pour ne pas être abandonné, mais la fin de tout cela a été tragique. De retour dans le passé, notre protagoniste a maintenant une nouvelle détermination dans ses yeux. Il était fatigué d'avoir une fin comme celle-là et n'allait pas répéter ses erreurs. Dans cette nouvelle vie, notre héros allait enfin suivre le chemin qu'il désirait si profondément. Son père insiste alors, demandant ce qu'il faisait au lieu de s'entraîner. Oscar le regarde dans les yeux et répond qu'il a assez regardé une épée pour toute une vie. L'homme est complètement choqué par la réponse audacieuse de son propre fils. Il déchaîne alors une aura puissante et plusieurs épées de lumière apparaissent autour de lui. La pression de son énergie est si intense que même lui ressent le grand impact. Les autres disciples à proximité s'effondrèrent au sol, incapables de supporter la puissance. Cependant, notre protagoniste reste debout, complètement calme face à la situation. Son père ne comprend pas comment il peut être si calme face à toute cette puissance, mais notre gars a déjà vécu tout ça et n'est plus ébranlé par la pression. L'homme le fixe avec une expression sérieuse, essayant de comprendre ce qui se passe.
Le père se calme alors et dit qu'il semble que son fils ne faisait pas que s'amuser. Oscar ajuste simplement ses vêtements, se préparant pour ce qui allait suivre. L'homme le félicite et dit que s'il continue comme ça, il pourrait hériter de sa guilde. Soudain, quelques gars apparaissent avec des regards pas si amicaux. Son père sourit, satisfait du potentiel de son fils sans remarquer les autres. Notre protagoniste regarde son père avec un regard pensif et lointain. Un instant plus tard, les gars l'attrapent par derrière de manière assez agressive. Ils disent qu'il attendait les vacances de l'académie juste pour le voir. Le chef du groupe dit alors qu'il va lui apprendre une chose ou deux sur l'épée. Notre héros se souvient que ces gars-là étaient aussi dans les parages à cette époque. C'étaient ses partenaires d'entraînement avec qui il se battait toujours sur les ordres de son père. Mais tout a changé quand ils ont éveillé leur aura d'épée à l'académie. Ils ont alors commencé à s'en prendre à lui pour évacuer leur frustration. De retour dans le présent, la brute le défie en duel sur le champ. Il exhibe alors son aura d'épée, tout fier, et lui dit de se préparer. Oscar sait que l'aura crée un écart de puissance qui ne peut être surmonté. À la surprise générale, il se retourne et commence à s'éloigner. Avec un sourire, notre héros le remercie pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Le gars est complètement choqué et n'a aucune idée de quoi penser de cette attitude, et un instant plus tard, notre protagoniste jette son épée en bois dans les hauts. Les brutes se moquent de lui pour avoir jeté son épée, le traitant de lâche. Le chef du groupe charge furieusement en avant, disant qu'il est une honte pour les épéistes. Cependant, notre protagoniste reste le dos tourné, complètement immobile face à la menace. Il se retourne alors et révèle qu'il n'utilisera plus d'épée parce qu'il va devenir un mage maintenant. Le gars s'enfiche et charge avec son aura d'épée activée, prêt à attaquer. Cependant, notre gars garde un air calme et serein, sans aucune peur. Après tout, le renforcement corporel avec l'aura d'épée augmente considérablement la vitesse. Mais l'attaque passe juste à côté de lui, car notre héros esquive avec une facilité incroyable. Oscar dit alors qu'à ce rythme, son attaque ne fonctionnera jamais. La brute devient furieuse et dit que l'épée est une extension du corps, pas seulement une arme. Il attaque à nouveau, mais notre protagoniste esquive avec une agilité impressionnante. Notre héros réalise que son corps bouge à l'instinct. Tout comme lorsqu'il s'entraînait, le gars devient désespéré, incapable de comprendre comment il ne peut pas porter un seul coup. Alors notre gars saisit l'occasion pour une contre-attaque très rapide. Il utilise ses mains pour dévier l'épée et se prépare pour le coup final. D'un simple mouvement, il met facilement la brute à terre. Le gars est au sol, incapable de croire ce qui vient de se passer. Notre protagoniste le regarde de haut avec un regard sérieux et très expérimenté et lui demande pourquoi il a gaspillé sa portée contre un adversaire non armé. La brute est terrifiée par la leçon et l'énorme différence de leur niveau. Les amis de la brute l'aident à se relever et l'emportent loin de là. Notre héros les regarde partir et pense que cela devrait les tenir à l'écart pendant un certain temps. Il serre alors le poing, se souvenant que dans sa vie passée, son père l'a forcé à s'éveiller. Pour éviter de commettre la même erreur, il décide qu'il obtiendra du mana en premier cette fois. Avec son objectif en tête, notre protagoniste commence à marcher à travers la forêt. Il marche un peu et essuie la sueur de son visage, semblant chercher un endroit. Notre gars trouve alors un endroit isolé et pense que personne ne peut le voir là-bas. Un souvenir refait surface et il se souvient avoir demandé à une mage comment utiliser la magie. Il a expliqué comment les épéistes utilisent leur esprit et a demandé comment les mages faisaient. La fille au chapeau vert semble pensive face à la question du jeune guerrier. Elle était assise à côté de quelques fleurs avec son arrosoir et un seau. La mage prend alors l'arrosoir pour l'utiliser comme exemple pratique et dit que pour eux, la magie ressemble beaucoup à l'utilisation d'un arrosoir sur des plantes. Notre protagoniste est confus et se demande ce qu'un arrosoir a à voir avec ça. La fille explique que le mana existe naturellement et remplit toute l'atmosphère. Elle montre ensuite qu'en faisant circuler le mana et en utilisant une formule, la magie est activée. De retour au présent, notre héros s'assoit sur le grand rocher pour commencer à méditer. Il se souvient des paroles de la mage sur le mana qui remplit l'environnement. Notre protagoniste croit que s'il peut le voir, il pourra l'attirer à l'intérieur. Les yeux fermés, il se concentre entièrement pour sentir le mana autour de lui. Il se dit que les épéistes utilisent leur sens jusqu'à leur limite absolue pour survivre. Et même s'il n'est plus un épéiste, son corps a toujours ses souvenirs. Alors notre héros utilise ses sens aiguisés pour sentir le mana invisible. Il entre plus profondément en méditation et commence à sentir le flux d'énergie autour de lui. Soudain, ses yeux s'ouvrent brusquement, car il a enfin réussi à tout voir. Plusieurs flux de mana rose flottent autour de lui et il est émerveillé. Le spectacle est si incroyable que notre protagoniste en reste complètement bouche bée. Il se réjouit alors joyeusement et se dit qu'il ne lui reste plus qu'à attirer le mana à l'intérieur, mais il s'arrête et se demande comment il va faire exactement. Juste à ce moment-là, notre gars remarque quelque chose d'étrange et regarde sur le côté. Il saute du rocher et va enquêter sur ce qui cause cette perturbation. Notre héros sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à cet endroit précis de la forêt. Il se met alors à marcher vers la source de cette étrange sensation. En chemin, il traverse une barrière invisible qui le rend très méfiant. Il trouve aussi étrange de ne sentir aucun être vivant à proximité dans cette zone. Tout à coup, le sol tremble et quelque chose atterrit avec une grande force juste devant lui. La poussière s'envole et notre gars se prépare à affronter ce qui arrive. Un instant plus tard, un golem de pierre géant apparaît sous ses yeux. Oscar est choqué et se demande ce qu'une créature comme celle-ci fait ici.
Mais avant qu'il puisse penser à quoi que ce soit, il voit une ombre tomber du ciel et prend peur. Une femme aux cheveux rouges et aux vêtements blancs atterrit juste devant notre héros. Elle lève alors la main et lui demande ce qu'il fait dans son atelier. Le golem la fixe de ses yeux rouges et elle l'accuse d'essayer de voler ses recherches. Notre protagoniste est toujours au sol, sans la moindre idée de ce qui se passe. La femme le menace, lui disant de bien réfléchir avant de parler s'il veut rester en vie. Notre protagoniste reconnaît alors la femme et se souvient des histoires à son sujet. C'était une héroïne célèbre qui combattait des monstres avec un golem géant. Son nom est Isabelle, la mage forge-vie, une légende parmi les mages. De retour au présent, notre héros est enchaîné et ne s'attendait certainement pas à la rencontrer comme ça. Isabelle l'interroge alors, lui demandant à quelle faction de mages il appartient. Elle pointe son bâton sur lui, une menace très claire pour le faire parler. Un instant plus tard, un cercle magique rouge apparaît sous lui, prêt à être activé. Voyant la situation, notre protagoniste la supplie désespérément d'attendre une seconde. Il essaie de s'expliquer en disant qu'il n'a pas résisté et qu'il n'est pas son ennemi. La femme le fixe avec une expression sérieuse, semblant réfléchir à ce qu'il a dit. Mais soudain, elle se lève et dit qu'il semble vraiment vouloir se faire griller. Elle se prépare alors à attaquer, disant au revoir au mage sans nom. Notre héros crie alors de désespoir avec un sourire un peu étrange et révèle que, pour commencer, il n'est même pas encore un mage, ce qui la laisse perplexe. Isabelle le traite de pathétique mais décide de vérifier son histoire avec sa magie. Ses yeux brillent alors qu'elle analyse l'énergie de notre gars devant elle et elle est choquée de réaliser qu'aucun mana ne circule dans ses circuits. La scène change et maintenant ils boivent tous les deux le thé pendant qu'elle dit comprendre la situation. Cependant, Isabelle précise qu'elle n'a aucune intention de s'excuser et révèle qu'elle est devenue professeure à l'académie, mais que tout le monde la traite déjà comme une ennemie. Oscar est surpris et demande si Isabelle travaille vraiment à l'académie de magie. Elle confirme et il voit sa chance d'apprendre d'elle pour enfin utiliser le mana pendant que la femme boit son thé. Notre héros l'interpelle avec une grande détermination. Notre protagoniste se lève alors, prêt à faire sa grande demande. Il la supplie de bien vouloir lui apprendre à infuser son corps de mana. Cependant, Isabelle refuse froidement en disant qu'elle n'est pas intéressée par les hommes faibles. Oscar est déçu alors qu'elle lui dit de finir son thé et de partir peu après. Le souvenir de sa faim le frappe, et il refuse d'avoir une faim comme celle-là à nouveau. Avec un regard renouvelé, notre gars sait qu'il ne peut pas abandonner maintenant. Isabelle demande alors plus de thé, et un golem serviteur apparaît avec la théière à la main. Notre protagoniste est un peu surpris de voir un golem de service là. Mais utilisant ses sens aiguisés, il commence à analyser la créature de métal, et il remarque bientôt que les circuits internes du golem semblent mal fonctionner. Il se lève alors et prévient Isabelle que quelque chose ne va pas avec le golem. Elle l'ignore, pensant qu'il essaie juste d'attirer l'attention, mais la créature commence à trembler. Soudain, le golem court-circuite et renverse le thé chaud directement sur sa tête. Notre héros crie le nom d'Isabelle, complètement choqué par ce qui vient de se passer. Il court pour l'aider et lui demande si elle va bien tout en offrant son aide. La caméra se concentre sur l'épaule du golem, montrant le circuit complètement défectueux. Isabelle est sous le choc et réalise que les circuits de l'épaule droite se sont bloqués. Notre héros saisit alors un mouchoir et aide Isabelle à essuyer le thé chaud de son bras. Elle demande alors, complètement choquée, comment il savait que le golem allait mal fonctionner. Il dit que le flux de mana semblait étrange et elle lui demande s'il peut voir le mana, un souvenir de la mage au chapeau vert qu'il a rencontré lui traverse l'esprit. Il se souvient qu'elle disait que le mana est invisible et confirme à Isabelle qu'il peut le voir. La femme comprend alors que c'est pour ça qu'il a pu franchir sa barrière. Notre protagoniste se souvient de sa vie d'épéiste et de toute son expérience et pense que peut-être cette capacité vient de ses instincts d'épéiste ou peut-être que c'est le talent dont le mage mystérieux a parlé avant qu'il ne soit éliminé. Soudain, Isabelle se lève et l'appelle par son nom, laissant notre gars surpris. Avec un sourire confiant, elle dit qu'elle va lui apprendre à utiliser le mana. Il est confus, mais elle réaffirme qu'elle n'aime toujours pas les hommes incompétents. Cependant, elle admet qu'il a réussi à piquer son intérêt et lui tend la main. Notre protagoniste sourit alors, soulagé et heureux de cette nouvelle opportunité. Les deux scellent alors l'accord avec une poignée de main ferme et décisive. La scène change et la leçon commence avec Isabelle utilisant un tableau noir. Elle explique qu'il a une fausse idée car le mana est déjà en train d'être absorbé. Notre héros demande alors comment il peut faire circuler le mana dans ses circuits. Elle dessine un diagramme et dit que le mana ne circule que lorsqu'il y a une formule pour le recevoir. Notre gars est curieux et demande ce que sont exactement ces fameuses formules. Avec un sourire, elle lui montre un papier magique avec un sort spécifique dessiné dessus. Notre héros est super excité et demande de quel sort il s'agit, mais elle garde le mystère. Isabelle lui ordonne alors de visualiser le pouvoir dans son corps et de le verser dans la formule. Notre protagoniste accepte le défi immédiatement et dit qu'il fera de son mieux. Cependant, la femme pense que cette tâche prend au moins un mois à accomplir. Mais elle estime que si son talent pour voir le mana est réel, peut-être que notre gars pourrait tout finir en seulement un demi-mois. Il se répète alors les instructions, essayant de comprendre ce qu'il doit faire. Notre héros réalise que c'est comme affiner son QI d'épée et concentre son esprit. Les yeux fermés, il se concentre complètement sur son moi intérieur pour le sentir. Dans son espace mental, il peut visualiser son propre corps et le flux d'énergie et, avec un sourire, il trouve enfin le mana qui circule en lui.
L'énergie brille intensément et il se prépare pour la prochaine étape du processus. Il tend alors la main et dirige toute la puissance vers le papier magique au sol. Soudain, les yeux d'Isabelle s'écarquillent de pure surprise face à ce qu'elle voit. Notre protagoniste ouvre les yeux et réalise que le mana est déjà sur le papier. Il est expliqué que la maîtrise de la magie est un processus lent, comme réapprendre à marcher. Isabelle est bouche bée devant la vitesse à laquelle il a réussi à le faire. Après tout, même les mages les plus puissants du monde mettent du temps à maîtriser le mana. Notre héros lève alors les yeux au ciel et voit le résultat de son premier sort. Isabelle s'approche alors de notre héros qui admire le feu d'artifice dans le ciel. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à maîtriser le mana en un seul essai. Et elle se souvient immédiatement comment il a su plus tôt que son golem allait avoir un problème. La femme se demande s'il peut voir le mana, mais sait que cela n'explique pas tout. En regardant le reflet dans ses yeux, une chose devient très claire pour elle. Sans aucun doute, notre protagoniste est un génie avec un talent absurde. Pendant ce temps, notre gars dit avec stupéfaction que c'est enfin de la vraie magie. Soudain, Isabelle l'interpelle avec un immense sourire excité sur le visage. Elle dit que c'était incroyable et que personne dans l'histoire n'a jamais fait quelque chose comme ça. Cependant, notre héros la coupe et dit que ce n'est pas assez bien. Avec un air sérieux, il semble assez mécontent du résultat du sort et dit que ce n'est pas beau, se souvenant de la magie qu'il a enchantée dans son enfance. Ce souvenir était la raison pour laquelle il a toujours voulu suivre cette voie. Pour lui, la magie est quelque chose de spécial et ce qu'il a fait n'est même pas proche. Il pointe alors le papier, montre une partie spécifique de la formule magique et dit que le flux de mana y semblait étrange, tout comme pour les golems d'avant. Il lui demande son avis, la laissant complètement troublée et confuse. À ce moment-là, il réalise qu'il ne voulait pas juste devenir n'importe quel mage. En fait, notre protagoniste veut utiliser une magie parfaite et très belle. Isabelle est surprise et dit que si quelque chose le dérange, il peut simplement réécrire la formule. Le garçon est complètement choqué et excité par cette possibilité. Il demande alors à Isabelle comment il peut réécrire la formule magique. Pendant ce temps, ailleurs, un homme mystérieux marche dans un couloir avec une expression très sérieuse. Il semble chercher quelqu'un d'important. Il trouve bientôt les brutes qui se sont fait botter les fesses par notre héros plus tôt. L'homme nommé Mista s'approche et leur demande ce qui s'est passé. Les garçons sont terrifiés et essaient de dire que ce n'était pas de leur faute. Mais Mista insiste, demandant à nouveau ce qui s'est passé avec un regard froid. La peur s'empare des gars qui ne savent pas quoi faire ni comment s'expliquer. L'un d'eux commence alors à raconter à Mista la raclée qu'ils ont reçue. L'homme reste bouche bée en écoutant cette histoire incroyable. Il n'arrive pas à croire que Oscar ait réussi à battre leur chef dans cet état. Il dit alors aux garçons de prendre soin de leur ami pour qu'ils se rétablissent bien. Les deux acceptent immédiatement par peur et s'inclinent devant lui. Mista lève alors les yeux au ciel et pense que le moment est enfin venu. Avec un sourire, il dit qu'il est temps de donner aux garçons le QI de l'épée. De retour avec Isabelle et Oscar, ils sont dans une bibliothèque remplie de livres. Notre héros est étonné et dit qu'il ne savait pas que les formules étaient si profondes. Elle dit que la connaissance est nécessaire pour utiliser la magie et que c'est normal. Isabelle loue alors son instinct et lui propose ses livres pour qu'il étudie. Avec un sourire, elle pointe sa tête et lui dit de prendre autant de livres qu'il veut. Cependant, quand Isabelle se retourne, notre protagoniste a disparu dans les airs. Un instant plus tard, notre héros réapparaît avec une énorme pile de livres dans les bras. Elle est choquée et il dit simplement qu'elle lui a dit d'en prendre autant qu'il voulait. Isabelle est sans voix, mais elle se souvient soudain de quelque chose de très important. Avec une expression sérieuse, elle dit qu'elle doit avertir notre gars et explique qu'il est maintenant officiellement un mage avec du mana dans ses circuits. À cause de cela, Isabelle l'avertit d'être très prudent avec le QI de l'épée. La scène revient alors sur Mista qui a l'intention de donner ce pouvoir à notre héros. Et la femme termine son avertissement en disant que s'il mélange les deux pouvoirs, ce sera la fin pour lui. Du haut d'une colline, le protagoniste contemple le village des Aisans, ce qui lui rappelle de profonds souvenirs de son passé difficile. D'un air songeur, le jeune chevalier réfléchit à tout ce qu'il a vécu avant d'avoir cette chance de remonter le temps. En entrant dans une pièce, il trouve son père alité, l'air très faible et fragile à cause d'une maladie. Le vieil homme ouvre les yeux et reconnaît son fils qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, debout juste devant lui. À ce moment-là, l'homme demande au garçon de s'approcher pour qu'ils puissent avoir une conversation plus privée. Touchant le bras du jeune homme, le patriarche commente le talent incroyable qu'il a toujours su que son héritier possédait depuis son plus jeune âge. Puis, le père se demande si interdire l'usage de la magie dans le passé était vraiment la bonne décision pour l'avenir du héros. Sentant un poids sur sa poitrine, le jeune homme se souvient de la pression constante qu'il subissait pour ne suivre que la voie de la lame. Mais maintenant, avec une nouvelle opportunité, il décide qu'il ne se pliera plus aux désirs des autres. Sur ce, le garçon tient fermement l'enveloppe de l'Académie de magie, car il sait que c'est son véritable destin. Devant les grandes portes de l'institution, le voyageur temporel observe l'architecture imposante et magique du lieu. Il est pleinement déterminé à obtenir l'autorisation nécessaire pour enfin étudier ce qu'il a toujours vraiment aimé. En marchant dans un couloir sombre, nous voyons un homme mystérieux se tenant de manière imposante près d'une torche allumée. L'homme remarque la présence du garçon et lui demande d'un ton sérieux s'il a une affaire urgente à discuter. Sans hésiter, le protagoniste tend l'invitation et demande une signature pour officialiser son entrée à l'école des mages.
Les deux se font face alors que l'atmosphère dans la salle se tend à cause de cette demande complètement inattendue. Surpris par son attitude, l'homme se demande pourquoi quelque chose de si important n'aurait pas pu attendre un moment plus calme. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il réalise que le jeune homme ne plaisante pas et remarque que sa détermination est plus forte qu'avant. Avec un sourire confiant sur le visage, le garçon montre le document ouvert, prêt à suivre le chemin qu'il a lui-même choisi. Incapable de l'accepter, le tuteur met une main sur sa tête et demande pourquoi il a choisi la magie alors qu'il était né pour l'épée. Oscar fait face à son père et lui demande s'il se souvient quand il parlait de vouloir utiliser la magie quand il était enfant, mais l'homme plus âgé minimise le sujet en serrant fermement son épée. Juste à ce moment-là, il pointe le garçon du doigt et dit que ce n'était qu'un caprice d'enfant sans importance. Ce mot réveille un souvenir douloureux chez le héros qui se souvient de l'oppression qu'il a subie à cause de son rêve. La main sur sa poitrine symbolisait la barrière qui avait été érigée, l'empêchant de suivre le chemin qu'il désirait tant. De retour dans le présent, une aura électrique explose du corps du garçon qui dit que pour son père, ce n'était qu'un caprice. À cela, le maître d'épée devient furieux et crie en demandant quelle était cette mauvaise blague. Il demande alors si le jeune homme est en train de dire qu'il a réussi à maîtriser le mana, tandis que le garçon reste calme et sérieux. Le protagoniste sourit légèrement et dit qu'il ne pensait pas pouvoir le convaincre autrement. Furieux, l'homme lui demande de quoi il a l'intention de le convaincre avec cette soudaine démonstration de puissance. Il dit qu'il a entendu dire que le garçon a vaincu ses frères sans utiliser l'énergie de l'épée, montrant son grand talent. Le garçon répond qu'il comprend cela, mais le tuteur hurle non et lui dit d'écouter attentivement ses paroles. Il insiste sur le fait que si son fils devient un épéiste, il trouvera un succès garanti dans l'avenir qui l'attend. Notre protagoniste dit que l'évaluation de son père est probablement correcte, mais qu'il y a un hic. Il ajoute ensuite que réussir ne signifie pas nécessairement trouver le vrai bonheur dans la vie. Les deux restent immobiles dans le hall, dans une impasse, car aucun des deux camps ne semble vouloir revenir sur sa décision. Et ainsi l'homme met une main sur son visage, semblant enfin comprendre le point de vue de son héritier. Cependant, son expression s'assombrit et il pense qu'il est encore temps d'annuler ce choix. Le garçon remarque le changement sur le visage du tuteur et une goutte de sueur coule sur le sien à cause de la tension. L'épéiste lui rappelle alors le danger de mélanger les deux pouvoirs et ce qui se passe lorsqu'ils circulent ensemble. Sur ce, l'homme menace que si le garçon suit le mauvais chemin, il remettra son esprit à sa place par la manière forte. La lame à la main, le tuteur dit que même s'il ne l'accepte pas maintenant, un jour le jeune homme sera reconnaissant pour cette décision. Mais le protagoniste répond fermement que ce jour ne viendra jamais, car il sait ce qu'il veut pour lui-même. À ce moment, il se souvient de sa fin tragique dans sa vie passée et du décès de son père, ce qu'il ne veut pas voir se reproduire. Regardant avec un air mélancolique, il se confirme à lui-même que le jour des remerciements n'est en fait jamais venu. Le maître d'épée jette alors son arme de côté et dit à l'héritier d'aller chercher sa propre épée pour se battre. D'un geste provocateur, l'homme dit qu'il attendra au moins ce temps pour que le combat soit équitable. Le voyageur temporel ferme alors les yeux et quand il les rouvre, son expression montre une nouvelle détermination. Il lève alors la lettre et rappelle à son père qu'il est maintenant un mage et n'a plus besoin d'une épée pour se défendre. L'enveloppe avec le sceau de l'Académie de magie représente la nouvelle vie que le garçon choisit pour lui-même. Dans un acte symbolique, le garçon jette l'invitation dans le feu, brûlant le papier et sa chance d'entrer à l'Académie. L'action inattendue du jeune homme laisse le tuteur complètement choqué et confus sur ce qui se passe. Avec un regard de défi, le héros dit à son guide, Brian, d'essayer de remettre son esprit à sa place. Brian semble accepter le défi et commence à marcher lentement vers son disciple avec un air sérieux. Il libère alors son aura violette et avertit le garçon de ne pas devenir arrogant juste parce qu'il a géré un peu de pression. D'un mouvement rapide, le maître charge avec sa lame couverte d'énergie, prêt à mettre fin à l'audace du garçon. Le protagoniste, cependant, reste calme car il peut sentir les attaques énergétiques comme s'il les tenait. Cela lui rappelle son entraînement depuis son enfance, où il a appris à maîtriser ses sens pour le combat. Le reflet dans l'œil du héros montre l'attaque du tuteur approcher, mais il est parfaitement préparé. Sur ce, un éclair violet et blanc remplit la salle, indiquant que la confrontation entre les deux a enfin commencé. Le maître épéiste attaque avec un coup d'énergie violette, mais le jeune homme parvient à esquiver avec une grande agilité. Encore au sol, le garçon dit que l'épéiste qu'il admirait le plus comme modèle était, sans aucun doute, son propre père. À cela, l'homme s'approche et dit que le garçon parle trop, mais celui-ci se relève, prêt à tout ce qui suivra. Puis le tuteur loue son esquive et dit que personne dans la guilde ne pourrait faire de même sans utiliser l'énergie de l'épée. Le protagoniste le regarde sérieusement tandis que l'homme plus âgé affirme que son talent pour l'épée est authentique. Pour cette raison, l'épéiste dit qu'il pariera sur une seule chance et demande au garçon d'accepter son énergie à ce moment-là. Le héros rappelle à son père que c'est lui qui avait dit qu'il lui donnerait une bonne leçon pour le remettre dans le droit chemin. Un sourire aux lèvres, le garçon lui demande s'il suggère de rompre cette promesse juste parce qu'il n'arrive pas à le toucher. Le maître reste sans voix devant l'audace du garçon et le traite d'idiot pour son attitude provocante. À ce moment, le jeune homme explique que tout comme le talent est tout pour son père, il a lui aussi quelque chose d'important. Tenant une sorte de plume, le protagoniste dit qu'il y a quelque chose auquel il ne peut renoncer sous aucun prétexte. Le tuteur se demande alors ce que peut être cette chose importante et lui demande si par hasard ce ne serait pas l'épée.
Avec un sourire confiant, le garçon révèle que l'objet est en fait un bâton magique, à la surprise de tous. Il ajoute que ce n'est qu'un modèle pour débutants, mais ses yeux montrent une grande détermination. Un souvenir d'Isabelle lui revient, disant que la connaissance est nécessaire pour utiliser la magie, et il y réfléchit. De retour au présent, le héros tient son bâton et pense qu'à cet instant précis, son père n'a aucune idée de ce qui l'attend et en effet, l'homme plus âgé n'a pas la moindre idée de ce que le garçon s'apprête à faire pour prouver son point de vue. Sans hésiter, l'épéiste bondit dans les airs pour lancer une puissante attaque contre l'adversaire au sol. Mais les yeux du garçon s'écarquillent alors qu'il voit une lumière bleutée qui semble analyser chaque mouvement de l'attaque. Cette lumière trace la trajectoire de plusieurs coups autour du protagoniste qui peut maintenant tout voir clairement. Avec un léger sourire, le voyageur temporel prépare sa contre-attaque face à la charge de son père. Il se tourne alors, bâton en main, pour exécuter le plan qu'il avait en tête depuis le début du combat. La lame du maître épéiste arrive de toute sa force, mais le garçon parvient à se défendre contre le coup d'une manière inattendue. Les yeux concentrés, il se prépare pour la prochaine étape de sa stratégie pour gagner sans blesser personne. D'un mouvement rapide et précis, le garçon parvient à désarmer son adversaire et tient maintenant son épée. À cet instant, il se souvient de la première magie qu'il ait jamais vue de sa vie, alors qu'il n'était qu'un enfant rêveur. C'était la même magie qu'il voyait à plusieurs reprises dans ses rêves. Celle qui l'a inspiré à suivre cette voie. Une magie qu'il désirait tant et qu'il imaginait dans son esprit, appelée étincelle ou spisa dans sa langue. Il se souvient alors de sa mère dans un fauteuil à bascule, entouré de cette lumière magique et réconfortante. De retour au présent, le tuteur est complètement choqué et sans voix face à ce que son fils a réussi à faire. Des étincelles de lumière vive explosent autour de l'homme qui tente de se protéger de l'éclat intense du sort. Il met une main sur son visage et se plaint de cette magie qui, bien que belle, lui aveuglait la vue. Les yeux brillants d'un éclat bleu, le protagoniste s'approche par derrière, profitant de la distraction de son adversaire. L'épéiste crie alors furieusement et demande si l'intention du jeune homme était de l'aveugler avec ce spectacle de lumière. Mais le garçon répond simplement non, et dans un geste surprenant, jette l'épée loin à travers la salle. La lame tombe et se plante dans le sol en pierre, mettant fin pour de bon à la confrontation armée entre père et fils. Dans le reflet de l'épée, on voit les deux immobiles alors que la tension dans l'air commence slowly à s'estomper. Le héros explique alors qu'il croyait que son père se battrait en se basant uniquement sur la présence, sans avoir besoin de sa vue. Une main sur la nuque, l'homme réalise que le premier sort était une diversion et se demande quel était l'objectif. Le garçon dit alors que cacher sa véritable intention au milieu de plusieurs prouesses était quelque chose que son propre père lui avait enseigné. Vaincu, l'épéiste met une main sur son visage, incapable de croire ce qui venait de se passer dans la salle. Il dit alors qu'il peut se porter garant du talent de son fils pour l'épée, mais l'interroge sur la voie de la magie. L'homme demande qui au monde se portera garant de son talent dans les arts arcaniques, qui sont si incertains. Mais avec un sourire calme, le jeune homme répond qu'il a simplement montré la voie qu'il veut suivre. Le protagoniste demande alors si son père est devenu épéiste parce que quelqu'un cesse de porter garant de son talent. Cette question rappelle au tuteur une conversation du passé qui a changé sa façon de voir les choses. Dans ses souvenirs, il se demandait si son fils devait poursuivre la voie de l'épée ou de la magie à l'avenir. Assis à côté de sa femme enceinte, il croyait que le garçon aurait un talent pour la lame. Mais sa femme, souriante, lui rappelle qu'il n'a choisi l'épée que parce qu'il trouvait ça cool quand il était plus jeune. Elle dit alors qu'ils n'ont pas à choisir pour lui, car le chemin appartient à son fils et la décision doit être la sienne. De retour au présent, le maître épéiste dit qu'il pensait que le garçon deviendrait un saint de l'épée. Il se tourne pour partir, mais le protagoniste l'interpelle, semblant confus par sa réaction soudaine. L'homme commence à marcher et le jeune homme le suit, ne comprenant pas pourquoi il s'éloigne ainsi. Puis le tuteur se baisse et ramasse la lettre de recommandation que le héros avait jetée au feu plus tôt. L'action de son père laisse le voyageur temporel complètement surpris et totalement confus. Un sourire aux lèvres, il tient la lettre et dit qu'il ne pourra pas la signer avec cette plume. La scène change alors pour la grande et imposante académie de magie où de nouveaux étudiants arrivent. Quelqu'un lit une lettre et commente que les nouveaux de cette année semblent être un groupe très talentueux. Une femme à lunettes mentionne qu'en plus d'importants nobles, d'autres grands noms arrivent. Elle révèle, à la surprise de tous, que même la princesse impériale s'inscrira à l'académie. L'air impressionné, l'instructeur commente qu'elle maîtrise déjà à la fois la magie de base et le pouvoir héréditaire de sa famille. Tenant les documents, l'homme affiche un sourire satisfait car il sait que le niveau des nouveaux étudiants est extrêmement élevé. Pendant ce temps, dans le hall principal, quelqu'un demande s'il y a un problème avec les préparatifs pour la rentrée des classes. L'homme déclare alors que l'entrée de lignée de sang de première classe dans l'institution est très gratifiante pour tout le monde. À ce moment, le jeune héros se consacre à l'écriture de son journal pour consigner chaque détail important de sa nouvelle vie. Debout devant le dortoir de la guilde, le maître épéiste observe l'activité, les bras croisés, plongé dans ses pensées. Il maintient une posture ferme, mais son visage arbore la tranquillité de quelqu'un qui a accompli son devoir de guider son successeur. Au fil des jours, le son des pas sur le sol montre que 6 mois se sont écoulés depuis ce grand duel. Le temps a filé à une vitesse absurde et le protagoniste traverse la cour, sentant que la préparation cesse de terminer très rapidement. En s'approchant du tuteur,
le garçon entend qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui se sont entraînés toute leur vie aux arts arcaniques. Le vétéran déclare qu'il n'a pas vraiment son mot à dire, mais demande à son fils d'être fort et de ne jamais renoncer à son choix. En entendant ce conseil, les yeux du garçon s'écarquillent alors qu'il réalise à quel point son père tient vraiment à lui. Un sourire aux lèvres, le jeune homme plaisante en disant que personne au monde ne peut être plus intimidant que son propre père. Avec un sourire, il montre qu'il a enfin accepté le destin de son héritier. Sur ce, le voyageur temporel dit qu'il s'en va et commence à s'éloigner tandis que l'homme plus âgé le regarde partir. Tenant le document officiel, le garçon voit la signature de Brian qui confirme enfin son admission dans l'école de ses rêves. Au milieu de la foule, le héros suit son chemin, sachant que le vrai défi commence maintenant entre ses murs. Il lève les yeux avec une grande confiance, se sentant prêt à affronter tous les mystères que l'Académie pourrait offrir. Puis les portes géantes s'ouvrent, libérant une lumière intense qui marque le début d'un voyage épique pour le nouveau mage. Devant lui apparaît l'imposante Académie de magie, qui se dresse majestueusement au milieu des montagnes dans toute sa splendeur. L'ambiance est festive, avec plusieurs étudiants portant leurs chapeaux de sorciers et lançant des étincelles colorées dans les airs pour célébrer la rentrée. Juste en dessous, on voit un groupe de petits gnomes musiciens jouant des tambours et des cors pour animer l'accueil de tous les nouveaux étudiants. En levant les yeux au ciel, le garçon remarque d'autres étudiants volant sur des balais avec des capes qui ressemblent à des queues d'écureuils, de manière très amusante. Complètement émerveillé, le jeune homme commente que l'atmosphère à l'Académie impériale de Kirk est très différente de l'ancienne école pour épéistes. Les petits musiciens continuent leur performance rythmée au sol pendant que le protagoniste observe chaque détail curieux de ce nouveau monde. S'accroupissant, le héros analyse les êtres magiques et se demande si ce sont des sortes de golems ou s'ils fonctionnent selon un autre principe inconnu. À ce moment-là, une voix féminine l'avertit que s'il continue à perdre son temps comme ça, il sera en retard pour s'inscrire. Il est surpris de voir un bagage. Juste là, devant lui, avec un sourire confiant et une posture imposante. Marchant ensemble, le garçon déclare qu'il s'est beaucoup entraîné et se sent maintenant bien plus fort et mieux préparé qu'il y a 6 mois, avec un regard de défi. La jeune femme dit qu'elle est impatiente de voir ses progrès et l'encourage à essayer de la surprendre à nouveau avec son pouvoir. Montrant les alentours, le garçon remarque que la course vide et demande où sont passés tous les autres étudiants. La rousse explique que les autres passent probablement l'examen de placement pour essayer d'entrer dans la première classe de l'institution. Elle détaille que les nouveaux arrivants sont normalement divisés en 2 classes différentes selon la quantité de mana que chacun possède. Cependant, il existe une catégorie spéciale au-dessus de toutes les autres, réservée uniquement aux jeunes considérés comme de véritables enfants prodiges. Ce test sert de filtre strict pour trouver les plus grands talents à travers un cercle magique violet qui émane une énergie très puissante. Mais à la surprise du héros, son ami lui suggère d'éviter cet examen de niveau supérieur pour ne pas s'attirer des nuits dès son premier jour. Isabelle déclare que chaque étudiant qui réussit à intégrer cette classe d'élite est considéré comme un véritable monstre en termes de combat arcanique. D'un ton sérieux, elle dit que tout le monde là-bas sont des nobles d'élite, entraînés depuis la naissance et toujours entourés de la magie la plus pure et la plus avancée. Au lieu d'avoir peur, le protagoniste affiche un grand sourire, réalisant qu'il pourra enfin y apprendre de la magie de très haut niveau. Remarquant l'excitation démesurée du garçon, la jeune fille met une main sur sa tête, réalisant que lui donner des conseils est une tâche totalement inutile. Le héros dit que si elle est curieuse, elle devrait aller voir de ses propres yeux ce qu'il va faire. En arrivant dans la cour, il trouve d'autres étudiants en train de regarder l'examen de sélection pour la première classe de l'académie. L'un des participants lance des bulles d'eau pour se défendre contre plusieurs lames magiques volant dans sa direction. L'attaque d'eau réussit à détruire les projectiles et l'étudiant célèbre sa petite victoire avec un sourire. En observant la scène, le protagoniste comprend que le test consiste à toucher une cible en utilisant des sorts d'attaque. Mais à ce moment, il sent qu'il est observé par plusieurs silhouettes sombres aux yeux brillants dans la foule. Soudain, un jeune homme aux cheveux blancs attire son attention et le dévisage avec un air de supériorité. C'est Zazan de la maison Gyrosus, et il dit que cet endroit n'est pas pour un roturier comme notre héros. D'un ton arrogant, le noble dit au garçon de quitter la zone immédiatement et sans discuter. Le voyageur temporel répond calmement qu'il a entendu dire que n'importe quel étudiant de première année pouvait participer à l'examen. Zazan et ses amis se moquent de l'audace du garçon de penser qu'il a le droit d'être là avec eux. C'est alors que le protagoniste se souvient de l'avertissement d'Isabelle concernant les monstres de la première classe. Il comprend enfin que quiconque n'est pas de la noblesse est complètement méprisé dans ce groupe. À bout de patience, le garçon aux cheveux platine bouscule le héros et lui dit de se taire et de regarder. Une instructrice avec un bâton surmonté d'une balance se prépare à évaluer le prochain participant au test de sélection. Zazan sourit avec arrogance alors que plusieurs lames magiques sont lancées pour qu'il s'en défende. Le noble dit alors que la première classe est réservée à ceux qui se sont entraînés à la magie depuis l'enfance et qu'il va leur montrer la différence. Les yeux brillants, il prépare un puissant sort de glace pour geler tout ce qui l'entoure. En un instant, de gigantesques piliers de glace envahissent toute l'arène, démontrant son immense pouvoir. La foule reste complètement bouche bée et choquée par cette démonstration de magie à si grande échelle. Les yeux écarquillés, le héros est surpris de voir l'ampleur de la magie de ce noble. La foule se déchaîne alors, louant l'incroyable pouvoir de la célèbre maison de glace, Gyrosus.
D'autres étudiants commentent que ce n'était même pas toute la puissance que Zazan possédait réellement. Avec un sourire suffisant, il dit que le garçon réalise maintenant qu'il n'y a pas de place pour lui ici. Le protagoniste admet que la magie est impressionnante, car c'est le résultat de toute une vie de dévouement. Mais il pense alors que malgré tout cela, c'est un énorme gaspillage de puissance et de talent. Le garçon aux cheveux platine devient furieux à cause de ce commentaire et demande d'un ton rageur, « Qu'est-ce ce que tu as dit ?» Ignorant la provocation, le héros entre simplement dans l'arène pour passer son propre test. À ce moment, il se souvient de son passé et de la difficulté avec laquelle il a travaillé pour maîtriser l'épée dès son plus jeune âge. Avec un sourire confiant, le garçon le remercie car la démonstration du noble l'a rendu plus sûr de lui. Les amis de Zazan se mettent à rire et à se moquer du bâton à plume que tient le protagoniste. Ils commentent qu'il est impossible de viser quoi que ce soit avec un objet aussi simple et bon marché. Le noble est confus et se demande pourquoi ce roturier a gagné en confiance grâce à sa magie. Il pense que sa magie aurait dû être parfaite et ne comprend pas ce que l'autre garçon veut dire. Après tout, il est de la maison Gyrosus et croit que sa magie de glace n'a aucun défaut. La main sur le visage, l'adversaire se demande pourquoi il prend ce garçon au sérieux. L'instructrice se prépare à lancer les lames magiques pour le prochain participant au test. Elle pense que les étudiants de première année de cette année sont aussi talentueux que les rumeurs le laissaient entendre. Et avec une magie aussi puissante, elle croit que Zazan sera le représentant des premières années. Mais malgré cela, une goutte de sueur sur son visage montre qu'elle a un doute. L'instructrice se demande ce que le garçon a fait pendant tout ce temps, à rester là sans réagir. Depuis la foule, un des nobles lui crie d'abandonner s'il ne peut même pas viser correctement. Mais le héros se dit qu'il n'est pas perdu, mais qu'il attend quelque chose d'important. Le regard concentré, il analyse la trajectoire de toutes les lames qui volent dans sa direction. Les projectiles magiques se croisent dans les airs à grande vitesse, créant un défi très difficile. Soudain, le bâton à plume du jeune homme commence à briller d'une intense énergie de feu. Puis un cercle magique de feu se forme et il lance le sort appelé boule de feu Pilsféar. Un puissant rayon de feu traverse l'arène en ligne droite, frappant la cible avec précision. En un clin d'œil, les 5 lames tombent au sol, un trou en leur centre. L'instructrice est complètement choquée et s'envoie par ce dont elle vient d'être témoin. Quelqu'un dans la foule commente que c'était si rapide qu'on pouvait à peine le voir toucher les cibles. Les amis de Zazan rient et disent qu'il a échoué parce que les trous dans les cibles sont minuscules. Ils continuent leur moquerie en disant que pour être admis, il avait besoin d'une meilleure magie. Le noble aux cheveux platine dit qu'il était curieux de voir la magie du garçon mais semble déçu. Sur ce, il tourne le dos au héros et dit que ce n'était qu'une perte de temps. Le protagoniste s'approche alors de l'évaluatrice et lui demande d'un air sérieux s'il a échoué. La femme est surprise par la question et le nie rapidement, bégayant un peu de nervosité. Elle confirme qu'il a touché les 5 cibles et a réussi le test sans aucun doute. Le garçon est confus par la réponse et demande pourquoi il a réussi si les dégâts étaient faibles. L'instructrice lui demande alors pourquoi il n'a pas détruit les cibles une par une s'il en était capable. L'instructrice demande ensuite si ce qu'il a fait n'était qu'un coup de chance, car cela semblait trop facile. Le protagoniste réfléchit un instant et admet que la magie de son adversaire était vraiment impressionnante. Mais en même temps qu'il regardait cette démonstration de puissance, il avait une idée complètement différente. Il explique qu'utiliser autant de mana dans une situation. L'instructrice est choquée, se demandant si c'était vraiment un gaspillage d'énergie. Sur ce, le jeune homme explique que dans une vraie bataille contre des monstres, il préfère conserver son mana. La femme comprend parfaitement et s'excuse d'avoir interrompu sa marche. Il continue alors son chemin dans les rues de l'académie, observant tout ce qui l'entoure. À ce moment, le narrateur mentionne qu'il a eu le courage d'attendre et la précision pour toucher la cible. L'évaluatrice se rend compte que la magie utilisée n'était pas tape à accent grave l'œil mais extrêmement efficace. Mais le protagoniste montre plus de potentiel que n'importe quel autre étudiant en ce lieu. En marchant, il voit d'autres étudiants voler sur des balais et profiter de la journée ensoleillée. Le garçon réfléchit alors au fait que les professeurs là-bas sont des mages vraiment incroyables. À cet instant, le jeune homme continue son chemin, ressentant l'atmosphère festive de l'établissement. Mais soudain, un pas ferme résonne sur le sol, faisant s'arrêter net le héros. Sursautant, le garçon aux cheveux sombres se retourne, se demandant qui pourrait bien être la personne qui l'observe. La voix mystérieuse commente qu'il a de bons yeux et une intuition aiguisée pour remarquer les présences. Sur ce, une silhouette bondit devant l'étudiant qui reste confus par ce qui se passe. L'inconnu atterrit calmement et dit que c'est un plaisir de rencontrer le nouveau et talentueux mage. Il est alors révélé que l'homme est Balsami, le grand directeur de cette prestigieuse académie. À ce moment, le protagoniste s'incline en signe de respect et s'excuse, mais l'expression du jeune homme change complètement lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange chez le chef de l'école. Il est sous le choc, ses yeux s'écarquillant alors qu'il a une vision bizarre et effrayante. Sur ce, une silhouette encapuchonnée aux yeux rouges apparaît dans son esprit comme un sombre avertissement. Il tend la main et demande gentiment au nouveau venu de le saluer poliment. Sur ce, le jeune homme hésite, fixant la paume ouverte avec une certaine appréhension dans les yeux. Puis les deux se serrent la main, mais une énergie sombre semble émaner de ce simple contact. Le héros est surpris, sentant que quelque chose de très dangereux se cache sous ce sourire amical. Puis un tourbillon massif apparaît de nulle part et commence à tout détruire autour du duo. Sous l'impact, le jeune homme est projeté au loin tout en essayant de garder l'équilibre au milieu de la tempête de vent.
Mais le vieil homme lui demande s'il a de bons yeux ou juste une intuition exceptionnellement aiguisée. Il flotte majestueusement, montrant que son contrôle élémentaire est à un niveau absurde. À ce moment, le garçon aux cheveux sombres devient furieux et demande si le directeur est venu ici juste pour l'abattre, mais le maître se moque, demandant s'il pense vraiment pouvoir gagner avec cette brindille. L'aîné frappe alors son bâton sur le sol, libérant une pression magique qui écrase les environs. Sur ce, une prison de tempête est invoquée pour piéger le garçon dans un cercle de vent. Le protagoniste réalise qu'il est acculé et n'a plus aucune issue pour s'échapper. Il observe la puissante barrière et comprend qu'il devra se battre sérieusement pour s'en sortir. À cet instant, le jeune homme concentre son regard et décide qu'il est temps de montrer son véritable atout. Puis il active un cercle magique de flammes en utilisant sa petite plume pour canaliser le pouvoir. Avec un cri, il lance un projectile de feu brûlant qui fend l'air vers son adversaire. Mais l'attaque est si rapide qu'elle surprend le vétéran en plein vol. Il est choqué de réaliser que les dégâts causés par le garçon étaient réels et efficaces. Sur ce, le héros reste totalement concentré alors que les flammes explosent et illuminent toute la cour. Balsami observe que le jeune homme a visé directement le lanceur de sorts au lieu d'essayer simplement de bloquer la magie. Le directeur esquisse un léger rire tout en admirant l'audace du garçon aux cheveux sombres en plein combat. Mais le héros reste sur ses gardes, se demandant ce que l'homme a l'intention de faire avec cette provocation. Puis le jeune homme se prépare à toute nouvelle attaque alors que le vent souffle fort autour de lui. Sur ce, le maître lui demande s'il est déjà à bout de souffle, l'avertissant qu'il aurait été fini s'il n'avait pas réagi. Il arrête de se battre et s'interroge sur le véritable but de ce test soudain et dangereux. À ce moment, l'aîné explique que pour beaucoup ici, la magie est vue uniquement comme un grand privilège. Il mentionne que ceux qui se démarquent trop finissent par être la cible de la jalousie des nobles arrogants. Le directeur avoue qu'il a mal jugé le véritable potentiel du garçon et qu'il est maintenant très impressionné. Ainsi, le protagoniste comprend qu'être trop talentueux peut attirer des ennemis puissants et cruels. Mais le vétéran confirme qu'il y a des extrémistes qui détestent voir des roturiers avec des pouvoirs aussi incroyables. Le jeune homme écoute attentivement et réalise que son parcours à l'académie sera plus difficile que prévu. Ses pensées se tournent alors vers ces silhouettes sombres qui cherchent à éliminer quiconque a un grand talent. Il exige alors de savoir qui sont ces gens qui représentent une si grande menace pour son avenir. Mais l'aîné devient sérieux et dit que connaître leurs identités pourrait mettre le jeune homme en danger immédiat. Alors Balsami conseille au garçon aux cheveux sombres de d'abord gagner en force pour se protéger. Le héros réfléchit à la nécessité de devenir imbattable pour survivre en ce lieu. Il imagine l'immense pouvoir qu'il devra affronter et sent le poids de la responsabilité sur ses épaules. Sur ce, le garçon admet que si le directeur était vraiment un ennemi, il serait déjà fini. À cet instant, le maître observe simplement le jeune homme, sachant qu'il porte un destin extraordinaire. Il ferme les yeux un instant, réfléchissant aux lourdes paroles qu'il vient d'entendre. Sur ce, le jeune homme fait face au directeur et remarque que le maître a un objet très brillant sur sa poitrine. Le collier lui d'une manière unique, montrant que c'est un objet chargé d'énergie mystique pure. Le jeune homme demande alors ce qu'est le pendentif mystérieux que l'aîné porte avec tant de fierté. Le vétéran explique que le bijou est la preuve officielle qu'il a atteint le rang de saint de la magie. À cet instant, le garçon aux cheveux sombres comprend que ce titre est le plus haut niveau, tout comme l'était le saint de l'épée. Il réalise que les deux voix sont légendaires, mais maintenant il cherche à maîtriser complètement le pouvoir des arcanes. Le directeur lance alors un petit objet au garçon, disant qu'il sera très utile bientôt. Le héros attrape l'objet en l'air et remarque qu'il a reçu un type spécial d'insigne de l'institution. Puis le maître lui dit au revoir, avertissant le garçon de ne perdre cet objet de valeur pour rien au monde. Mais le garçon regarde simplement la traînée de vent laissée par le maître alors qu'il disparaît dans le ciel bleu. À cet instant, le héros réfléchit au contrôle parfait du mana que le directeur a montré durant le combat. Il se concentre sur l'objet dans sa paume et comprend que ce n'est pas le moment de rester là à admirer les choses. Sur ce, le jeune homme se plonge dans ses études dans l'énorme bibliothèque pour tout apprendre sur ce monde. Il passe ses journées à pratiquer des formules et à créer de nouveaux sorts aux côtés de son instructeur exigeant. Mais une terrible vision de sa fin tragique traverse son esprit, lui rappelant le danger réel. Le jeune homme serre le poing, jurant que cette fois, il ne se fera attraper par aucun assaillant. Il sait qu'il doit surpasser son ancien moi, qui fut autrefois le plus grand épéiste de tout le continent. La scène change ensuite pour une salle immense où plusieurs étudiants bavardent sur les nouvelles du semestre. Les étudiants commentent avec surprise qu'un roturier a réussi à entrer dans la première classe pour la première fois. Le noble arrogant fait remarquer que c'est insignifiant et qu'un roturier sera bientôt rejeté de cet endroit. On voit alors quelqu'un franchir les portes de la classe, l'atmosphère devient lourde et tendue. Mais le jeune aux cheveux blancs observe les autres, chuchote et garde sa posture supérieure. Sur ce, ses yeux s'écarquillent alors qu'il sent une présence complètement différente approcher. Il se lève, surpris, en remarquant que le protagoniste marche avec une grande confiance. Mais le garçon aux cheveux platine se demande qui est ce type qui a tant changé en si peu de temps. Puis il fixe le héros qui entre dans la pièce et ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. À cet instant, le garçon aux cheveux sombres se souvient du conseil du directeur de se concentrer sur l'acquisition de pouvoir pour se protéger. Il apparaît ensuite méditant seul, sentant l'énergie circuler calmement dans son corps. Le narrateur explique que libérer du mana de manière répétée renforce les circuits. Avec cet entraînement constant, la capacité d'absorption du garçon augmente à une vitesse absurde.
Le soleil illumine le visage du protagoniste qui affiche une sérénité digne d'un maître expérimenté. Il observe la vue par la fenêtre en planifiant ses prochains pas dans sa nouvelle vie scolaire, mais il remarque que la durée de sa magie augmente lentement avec ses efforts quotidiens. Le héros sort alors de sa méditation dans la chambre, se sentant prêt pour n'importe quel défi. Sur ce, il ouvre la porte avec détermination et se prépare à montrer sa valeur aux nobles. Il marche en ajustant ses gants et affirme que c'est la première fois qu'il a vraiment voulu être fort. À cet instant, son rival observe Deno, le garçon aux cheveux sombres, agacé par une présence aussi imposante. Mais le garçon aux cheveux platine commence à transpirer nerveusement, incapable de comprendre ce changement radical. Il fixe alors le regard ferme du garçon et se demande ce qui a bien pu arriver à ce roturier. Le rival réalise alors que le protagoniste est aussi dans la pièce et se sent très menacé. Sur ce, le garçon aux cheveux sombres continue d'observer les environs et semble remarquer quelque chose d'intéressant. Il voit une fille assise seule et décide qu'il est temps de se faire de nouveaux amis. Mais un marque-page fleuri tombe par terre, attirant l'attention du héros par sa délicatesse. Il s'approche calmement et ramasse l'objet pour le rendre gentiment à sa propriétaire. À cet instant, le jeune homme lui demande si le marque-page lui appartient et lui montre l'objet avec un sourire. La fille reprend son objet, montrant une gratitude sincère pour un geste si attentionné. Elle sourit et le remercie alors que ses yeux brillent de bonheur d'avoir récupéré l'objet. Il commente alors qu'elle semble beaucoup aimer les fleurs, ce qui la rend un peu gênée. Avec ce compliment, la fille se souvient de la mage au chapeau vert et est surprise par la ressemblance. Les deux se présentent et s'entendent immédiatement, indiquant qu'une nouvelle alliance se forme. Mais soudain, une voix mystérieuse résonne dans la pièce, disant qu'il semble que tout le monde soit réuni. Sur ce, tous les étudiants sont surpris et se demandent d'où vient cette voix imposante. Ils fouillent toute la pièce mais ne trouvent pas la source de ce discours autoritaire. Puis un livre s'ouvre tout seul et commence à tourner ses pages d'une manière magique et effrayante. Les étudiants regardent la scène sans comprendre ce qui se passe alors que le livre flotte. Mais quelqu'un tape fermement du pied sur le sol, attirant l'attention de tous au centre de la pièce. Une femme à lunettes apparaît alors, révélant qu'elle s'appelle Ruth et qu'elle sera la professeure de la classe. Elle dit que tous les présents ont prouvé leur talent, c'est pourquoi ils ont été sélectionnés pour la première classe. La professeure annonce alors que la semaine prochaine, ils auront de vrais cours de combat contre des monstres. Il a un sourire en coin, montrant son impatience pour cette nouvelle activité de terrain, mais le garçon serre le poing, excité d'avoir si vite une chance d'acquérir de l'expérience au combat. Sur ce, la professeure explique que pour assurer l'équilibre, des groupes de 5 seront formés. Les étudiants demandent si l'équilibrage sera basé sur le pouvoir magique de chacun, mais la professeure dit que cette fois, la mesure sera la performance des circuits, c'est à accent grave dire la capacité de mana. À cet instant, le protagoniste et sa nouvelle amie se demandent comment cette mesure sera effectuée. L'instructrice laisse échapper un rire mystérieux, montrant qu'elle a un atout dans sa manche pour cette tâche. Elle révèle alors qu'elle a déjà terminé la mesure et un cercle de lumière dorée brille dans toute la pièce. Sur ce, tous les étudiants sont surpris de voir des orbes de lumière flotter au-dessus de leur tête. La jeune femme observe le phénomène, essayant de comprendre ce que représente cette puissante magie. Puis Ruth explique que l'intensité de ces sphères indique la capacité totale de mana de chaque personne. Le rival aux cheveux platine a une lueur très intense, prouvant que son niveau est assez élevé. D'autres étudiants montrent aussi qu'ils ont un grand potentiel pour le combat avec de la magie avancée. La professeure est impressionnée, disant que plusieurs d'entre eux ont un mana de niveau maître, ce qui est rare. Mais elle se demande quel sera le résultat pour le roturier qui a surpris tout le monde à l'examen de sélection. Les camarades de classe se moquent du garçon, se demandant s'il a vraiment sa place en première classe. Ils chuchotent qu'un roturier restera toujours un roturier et que personne ne voudra faire équipe avec lui. Le héros réalise alors que ce n'est pas le moment de penser à ça et se concentre sur ce qui compte vraiment. Mais soudain, quelqu'un lui touche l'épaule, le sortant de ses pensées avec un contact très délicat. Alors la fille au marque-page l'invite à former un groupe et à affronter les défis ensemble. Il lui demande si elle est sûre, mais la jeune femme répond que oui, car quiconque aime les fleurs ne peut pas être une mauvaise personne. Mais elle dit qu'ils doivent d'abord demander à quelqu'un nommé Levin, ce qui laisse le héros perplexe face à la situation. Le jeune homme se demande qui est cette personne nommée Levin qui semble être le chef. Puis un garçon aux cheveux roux demande s'ils veulent vraiment intégrer le nouveau venu dans leur groupe. Il dit alors que protéger les faibles est un devoir de noble et semble accepter l'idée à contre-cœur. Tandis qu'il marche, elle lui demande depuis combien de temps il pratique la magie et le héros répond que cela fait environ 6 mois. À ce moment-là, d'autres étudiants passent à côté d'eux, observant la nouvelle amitié qui s'est formée dans la classe. Avec un sourire, le garçon demande à rejoindre le groupe, disant qu'il serait très reconnaissant de cette opportunité. Pendant ce temps, nous voyons les autres élèves de la classe former également leur propre groupe pour l'entraînement. Puis le roux et le garçon aux cheveux noirs se font face, l'ambiance entre eux semblant un peu tendue. Mais la jeune femme est complètement choquée, se demandant comment il a pu apprendre autant en seulement 6 mois. Il lui dit alors de ne pas s'inquiéter, car les nobles apprennent la magie dès leur plus jeune âge, donc la différence est normale. Avec un sourire narquois, le roux dit qu'il l'emmènera, mais seulement comme porteur de bagages. Mais le garçon aux cheveux noirs répond que ce n'est pas grave, car il est simplement heureux de pouvoir rejoindre le groupe. Alors qu'il marche dans le couloir, la fille demande depuis combien de temps le garçon pratique la magie.
Il explique alors qu'il a eu la chance de trouver quelqu'un qui pouvait lui enseigner pendant cette période. Avec un regard serein, le jeune homme montre qu'il est prêt à prouver sa valeur à tout le monde à l'académie.